Bonjour à tous, merci d'être venus. On est ici pour parler avec tous nos intervenants du sujet suivant, vers une république collaborative où les sphères publiques et privées se confondent. À savoir comment est-ce que le public et le privé peuvent se mettre au service du bien commun, comment la technologie peut se mettre au service du bien commun et rendre le service public plus agréable pour ses usagers. Je vous informe aussi que juste après ce Smart Meeting, on a une keynote des 2 finalistes du concours Tech for Island Awards qui interviendront. Donc voilà, pour ceux qui veulent rester, juste après, ça se passe ici. Donc j'accueille aujourd'hui parmi nous, pour discuter de ce sujet, Céline Charpio-Zapolski, qui après une carrière chez Capgemini en tant qu'account exécutif pour les institutions européennes, a rejoint le groupe Linagora, éditeur de logiciels libres. Elle l'a rejoint en tant que membre du board et ensuite elle l'a créé et dirige la filiale vietnamienne du groupe, tout en étant également directrice commerciale du groupe. En parallèle, elle a fondé en 2016 l'Open Academy, une grande école du numérique dédiée aux logiciels libres, avec un focus particulier sur la place faite la place des femmes et des jeunes revalorisés dans l'écosystème numérique. On a aussi parmi nous Paul Duan, entrepreneur qui a fondé en 2014 l'ONG Buys Impact, dont la mission est de mettre la technologie au service du bien commun. Cette association utilise notamment l'IA et la data science pour créer des services publics citoyens et créer de l'impact à grande échelle. Valérie Morinia, Valérie qui est originaire de la Nouvelle-Calédonie, docteur de l'Université de Paris 1 et experte certifiée par le MIT en IA, en machine learning et en stratégie des affaires. Elle est également maître de conférences en cinéma et art numérique en disponibilité de l'Université de Montpellier 3. Et elle a fondé à San Francisco Intelligent Story, dont elle est la CEO. C'est une société de conseil en IA et design pour les technologies émergentes. Elle conseille également les dirigeants d'entreprises et les agences gouvernementales en matière d'économie numérique, de développement innovant des territoires, de transformation digitale et de stratégie et éthique de l'intelligence artificielle. Avec nous également Salva Tocco. Salva qui est la présidente du Conseil national du numérique, donc conseil qui est chargé d'étudier les questions relatives au numérique, et en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique, de la société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires. Elle est également la fondatrice et présidente de l'association Become Tech, qui a pour objectif de construire le premier pipeline de futures femmes ingénieures. Et ensuite, avec nous, Claude Panero, directrice des impôts et des contributions publiques de Polynésie française. Claude, en mai, a organisé le premier séminaire public-privé fiscal en Polynésie pour penser le service public fiscal de demain. On aura l'occasion d'en parler et de parler de cette démarche participative citoyenne dans la définition des politiques publiques. Alors la première question que j'ai aujourd'hui, elle est pour Paul. Paul, tu parles très souvent du terme de service public citoyen dans tes interventions et c'est quelque chose que tu as à cœur de mettre en œuvre avec ton ONG. Qu'est-ce que c'est le service public citoyen et comment permet-il d'imaginer un nouvel avenir au service public ? Yolana. En tout cas, tout d'abord, merci de l'invitation. Je serais content d'être ici pour la deuxième fois. Pour faire simple, la notion de service public citoyen, c'est l'idée que aujourd'hui, on a les outils en tant que citoyen pour pouvoir agir à grande échelle et pas forcément avoir besoin d'attendre que le changement vienne d'en haut et qu'on vienne aller nous fournir des services publics. C'est quelque chose qui est assez lié avec une image que j'aime beaucoup. Si vous avez entendu parler de la notion de gouvernement plateforme, enfin de government as a platform, un peu l'idée qu'on a cette vision que il y a un peu comme un distributeur de boissons, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on est là en tant que consommateur, on va mettre une pièce dans le distributeur et on va en ressortir donc une boisson. Ici, dans cette analogie, en tant que citoyen, on va payer nos impôts puis on va recevoir des services publics. C'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Et à la limite, si on n'est pas content que la canette elle est coincée dans le distributeur, on va aller secouer la machine. Peut-être, donc on va aller écrire des tribunes, on va aller faire la grève, on va protester en espérant que du coup la boisson nous arrive comme on la voulait. Donc cette notion un peu de citoyen consommateur qui s'oppose
plutôt la notion de citoyen acteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a les outils pour pouvoir aller agir donc à grande échelle, parce qu'auparavant, effectivement, si on veut faire quelque chose qui va être à l'échelle de la société, à l'échelle de la nation, à l'échelle du pays, il faut des moyens conséquents, il faut une infrastructure conséquente, donc c'est tout à fait normal qu'on soit tous mis en commun par le biais de l'État, par le biais de la collectivité, pour mettre, voilà, on va tous mettre un peu dans un pot commun et on va tous ensemble aller financer l'État qui va mettre en place des services publics. Aujourd'hui, avec le digital, on a l'opportunité de repenser ça, puisque on peut faire des choses qui vont avoir un impact qui est disproportionné par rapport à l'infrastructure et aux moyens qu'on a. Donc ça, c'est toute la vision, en tout cas, de pourquoi est-ce qu'on peut repenser la façon dont on va produire le service public. Et d'ailleurs, je pense qu'on doit le faire, puisque si on ne le fait pas, alors de toute façon, le monde ne nous attend pas. Donc les entreprises privées, le monde se construit sans nous attendre. Et les challenges aujourd'hui auxquels on fait face sont de plus en plus rapides, sont changeants. Donc on a besoin aussi d'utiliser les forces citoyennes pour pouvoir créer cette innovation. Et pour ça on a besoin, parce que d'avoir aussi l'innovation qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui est important, puisque ça permet aussi parfois d'aller franchir la ligne jaune, d'aller construire des services qui n'auront pas forcément été pensés auparavant. Ça permet aussi de prendre des risques, de dire, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément dire que les citoyens ont forcément toutes les réponses et que l'État les a pas. Par contre, il y a chacun dans son rôle des forces et des faiblesses, notamment les citoyens vont pouvoir aller, ou plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire c'est parce que le public est mauvais. Non, c'est parce que le public a certaines obligations qui font qu'ils ne vont pas pouvoir être aussi... ils vont de toute façon être plus averses qu'au risque, puisque à partir du moment où on fait quelque chose qui a vocation à être systématisé, on a besoin que ce soit plus quelque chose de plus stable, on a besoin que ce soit quelque chose de plus universel, donc forcément c'est plus lent. Inversement, par rapport à l'innovation citoyenne, on va pouvoir aller démultiplier les approches. Il y a des choses parfois un peu disruptives, parfois des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. Et une fois qu'elles marchent, là on peut réfléchir à comment est-ce qu'avec une collaboration harmonieuse avec l'État, on peut ensuite les mettre en œuvre et les passer à l'échelle. Voilà. Du coup, le service public citoyen, alors qu'est-ce que tu mets derrière ce concept ? Donc en fait, ça, en tout cas, tout ça, c'est la vision de ce qui pourrait être fait. Par contre, dans la pratique, ce qui manque, il manque le cadre pour que ce soit possible. En fait, dans la pratique, lorsqu'on a un innovateur citoyen et qu'on crée quelque chose, on a souvent tendance à avoir un peu, pardon l'expression, un peu le cul entre deux chaises, puisqu'on n'a ni forcément les moyens du privé ou du commercial, si on veut vraiment s'attaquer au sujet d'intérêt général. Donc on a parfois un peu les pieds et poings liés sur le modèle économique qu'on va aborder. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont possibles. D'ailleurs, c'est un des sujets, je crois, des intervenants après moi. Mais les modèles économiques sont un peu plus restreints. Donc d'un côté, on n'a pas forcément la puissance économique qu'on a dans le côté commercial lorsqu'on veut se mettre sur l'intérêt général. Mais de l'autre côté, on peut aussi être vu comme un concurrent de l'État. Donc on n'a pas forcément l'aide du public pour pouvoir déployer ce qu'on fait. Donc il y a un peu cette limbe dans laquelle existe l'innovation sociale, et le service public serait une façon d'aller dire non, en fait, le service public aujourd'hui va se créer aussi avec les citoyens. Et donc on a écrit une note à ce sujet pour dire comment est-ce qu'on pourrait permettre une collaboration accrue entre les citoyens et le public. Donc c'est des trucs assez simples, c'est-à-dire d'une part évidemment comment est-ce qu'on va pouvoir créer des mécanismes de financement innovants pour financer l'innovation sociale. Comment est-ce que derrière on pourra le passer à l'échelle, notamment comment est-ce qu'on pourra avoir des contrats donc service public citoyen, un peu comme aujourd'hui on a un peu des contrats de délégation de services publics, mais sur des modèles qui sont très lourds, qui sont plus adaptés en termes de régie à dire comment est-ce qu'on va aller déléguer la gestion des eaux. Donc voilà sur des modèles qui sont assez lourds. Comment est-ce que dans une logique d'innovation numérique, on pourrait par exemple permettre de faciliter des partenariats d'échange de données pour construire des services innovants? Comment est-ce qu'on pourrait permettre la distribution accrue, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un a une innovation sociale qui fonctionne, comment est-ce qu'on peut plus facilement aller l'intégrer à l'offre de services du service public pour pouvoir la déployer à grande échelle sans avoir forcément à dépenser des millions en marketing? Alors justement, à partir du moment où on est allié. Tu fais une bonne transition parce que je vais passer le micro à Céline qui justement a eu à collaborer avec des États, l'État français et également des États étrangers. C'est intéressant de savoir comment ça se passe dans la pratique, justement, dans le concret. Yorna, merci de m'accueillir. Je suis très contente d'être là. C'est la première fois que je viens pour le travail. Je connais bien la Polynésie par ailleurs.
20 ans, nous, l'Inagora, ça fait 20 ans que ça existe. Le métier, en fait, c'est de construire en fait, de l'innovation, de la technologie qu'on remet dans le bien commun. Nos premiers effectivement clients, c'est le service public français, historiquement la DGFiP, hein, donc le ministère des Finances en particulier. Et effectivement, il y a plusieurs en fait finalement modèles de co-création avec l'État. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un cadre qui existe ? En fait, comment te dire Non, en fait, jusqu'à présent, historiquement, tu as un cadre qui est l'État achète une solution. Voilà. Il se trouve que l'État français a choisi de dire j'achète une solution, mais qui est une solution qui soit ouverte et qui soit en fait publiée, et donc qui puisse servir de base. Allô ? Ouais, c'est bon. Merci, c'est bon. Je pense qu'il n'a plus de batterie celui-là. Donc voilà, sauf que l'État français a dit moi je veux créer aussi du bien commun. Et donc au lieu d'acheter des logiciels américains et acheter juste des licences, je veux utiliser finalement mon argent pour créer quelque chose qui puisse être réutilisable soit par d'autres ministères, soit par d'autres administrations, soit en fait aussi, pourquoi pas, en fait, pour que des entreprises utilisent pour créer de nouveaux services publics ou de nouvelles offres en fait publiques. Donc ça a été, la France a été vraiment pionnière sur le sujet, puisque il y a 20 ans, il n'y a pas beaucoup d'États qui étaient comme ça. Ils étaient plutôt à dire j'achète un outil, j'achète une licence, j'achète du Microsoft, etc. Parce que c'est le standard. Et l'État français a décidé de faire un peu autrement. Donc ça, c'est le premier modèle. C'est un modèle assez classique de, en fait, j'achète une prestation, sauf que la prestation, elle va être remise en fait dans le bien commun plutôt que d'être uniquement utilisée par une entité en fait de l'administration. Un deuxième modèle sur lequel on a travaillé, c'est un programme qui s'appelle Vitam. En France, qui est en fait le programme en fait qui gère les archives nationales. Et là, en fait, l'État est devenu product owner du logiciel. Donc, c'est comme si l'État était propriétaire. Qui était alors propriétaire, oui, dans un sens, puisque forcément c'est lui, mais c'est celui qui décide de la roadmap du produit, de ce qu'on y met, des features, etc. Et en fait, derrière, c'est de la co-construction. Alors, il n'y a pas que nous, derrière, il y a 2-3 sociétés, en fait. Mais celui qui dirige complètement, en fait, la construction du logiciel, c'est l'État. Voilà. Et avec une volonté de dire ce sera un logiciel libre, c'est quelque chose en fait qui doit nous permettre, nous, en fait, aussi d'aider en fait au rayonnement de la France, et à travers ça, en fait, d'aider au rayonnement des entreprises françaises ailleurs, puisque elles auront co-construit en fait le logiciel avec nous. Et effectivement, de toute façon, c'est de l'open source, donc ça rentre aussi dans un esprit de coopération d'État à d'État, d'administration à administration en France et à l'étranger. Mais donc ils émettent le cahier des charges, ça veut dire qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent, ou vous apportez des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé? On est en mode agile, donc en fait globalement ils ont la vision, ils ont l'architecture qu'ils veulent mettre en place, et puis effectivement on fait des sprints au fur et à mesure pour prioriser finalement l'ensemble des features qui vont être développées. Donc ça c'est un deuxième modèle. Où là, en fait, vraiment, l'État est maître du jeu complètement, et maître du jeu, mais en redonnant et en remettant dans le bien commun. Il y a un troisième modèle qui est avec en fait BPI France. On a beaucoup de financement en fait de l'innovation sur les investissements d'avenir, par exemple, où là, en fait, nous on l'a fait sur un programme qui s'appelle Open Pass, où on était chef de file d'un consortium d'une dizaine d'entités, à la fois instituts de recherche, PME et utilisateurs finalement. Et effectivement, là, on cofinance, l'État cofinance à travers les investissements d'avenir des projets qui ont un business plan, donc qui ont vocation aussi finalement à trouver son marché, parce que ça c'est quand même aussi intéressant, parce que c'est l'État qui cofinance, mais c'est pas un 100% financement, mais par contre on finance sur un business plan. Donc avec une volonté de dire, oui, on ne finance pas des choses juste pour le plaisir, mais on finance des choses par ailleurs qui vont permettre d'injecter concrètement finalement
de l'argent pour créer un marché et donc d'aider en fait à la création d'une économie du digital qui soit plus mature, solide et qui profite aussi au rayonnement de la France. Et alors justement, en parlant d'innovation et de technologie, je passe la parole à Valérie. Comment l'IA, les tech émergentes, les partenariats publics-privés peuvent contribuer à une meilleure gouvernance publique, et notamment pour le bien commun? Je pense à l'environnement, qui est un sujet qui nous tient tous à cœur en ce moment. Comment ça peut fonctionner? Comment les technologies peuvent justement apporter quelque chose au bien commun? Je pense que non seulement les technologies peuvent apporter, mais doivent apporter des solutions à un problème qui est le problème le plus important que l'humanité ait jamais eu à faire face et que l'humanité ait engendré, qui est le réchauffement climatique. Je vis à San Francisco depuis 5 ans, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, et donc je vis dans ce contraste permanent entre mes origines calédoniennes et cette vie dans la Silicon Valley, où tout est en permanence au sujet des technologies et de l'innovation technologique. Et je pense vraiment qu'il faut absolument que l'on utilise toutes les ressources technologiques et les ressources intellectuelles que l'on a à notre disposition pour pouvoir apporter des solutions qui permettent de contrer cette dégradation de la biodiversité qui va vraiment transformer nos territoires. Et je vais prendre un exemple qui va tous vous frapper. L'inauguration du festival a eu lieu hier matin. Entre hier matin et aujourd'hui, il y a 100 espèces animales et végétales qui ont disparu. Et ça représente une multiplication par 4 en perte de biodiversité depuis 10 ans. Et évidemment, cette biodiversité, elle entraîne aussi des effets catastrophiques au niveau dans le monde naturel. Il y aura 2 fois plus de catastrophes naturelles dans les 5 prochaines années que dans les 5 dernières. Donc évidemment, je ne peux pas continuer de travailler dans les technologies et dans le design de solutions innovantes sans mettre mes efforts au service de solutions qui vont directement répondre à ces enjeux et qui, en répondant à ces enjeux de la question de la préservation du monde naturel, vont évidemment aussi aider à enrayer l'aggravation des inégalités humaines qui existent aujourd'hui dans le monde. Alors l'une des solutions, c'est évidemment l'intelligence artificielle. En revanche, il faut bien prendre en considération une chose très importante. L'intelligence artificielle n'est pas une technologie neutre. Ne laissez personne vous faire croire ça parce que c'est faux. L'intelligence artificielle, elle intègre des valeurs humaines, elle intègre des buts, elle intègre des biais cognitifs humains. Et il faut que l'on travaille sur ces biais cognitifs et il faut que l'on travaille sur ces valeurs. Il serait déplorable qu'on utilise des technologies comme l'intelligence artificielle ou les technologies émergentes simplement pour accroître la consommation, rendre les internautes plus dépendants ou mieux cibler la publicité. C'est évidemment l'un des usages de l'IA et des technologies, mais à l'heure de la crise climatique que l'on traverse, il faut renverser l'usage des technologies et il faut absolument encoder des valeurs humaines dans l'intelligence artificielle. Alors les gouvernements ont un rôle à jouer en faveur de ce renversement de valeurs. Les gouvernements peuvent contribuer à tout d'abord éduquer les publics dans le sens de la participation qui est possible à l'intelligence collective et à la création de solutions collectives. Grâce aux nouvelles technologies, des gens tout à fait ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Et grâce aux nouvelles technologies, on a aujourd'hui les moyens, par exemple, en utilisant des fonds qui sont attribués par la Banque mondiale à travers des programmes comme Open DRI ou des programmes comme le Fonds de résilience pour la planète. Je mettrai en ligne les noms de ces programmes un petit peu plus tard sur Twitter, si vous voulez retrouver cela. On a accès à des solutions qui permettent au gouvernement de travailler main dans la main avec des entreprises privées, avec des associations loi 1901, pour mettre en place des solutions qui non seulement vont éduquer leur territoire, vont travailler avec la singularité de ces territoires et vont faire du bien à l'environnement. Je vais prendre l'exemple des Seychelles, par exemple, qui a organisé le regroupement de plusieurs associations venues des États-Unis, venues de Suisse, avec le gouvernement local, donc 34 membres d'administration locale, pour pouvoir
former des gens à l'utilisation de drones et à l'analyse de données collectées par ces drones afin de pouvoir non seulement contrôler la réalité de la dégradation du récif des Seychelles, mais en même temps repérer des zones qui peuvent être des zones intéressantes pour les touristes et qui peuvent permettre de développer des activités qui vont contribuer à une meilleure conservation, une meilleure préservation de l'environnement local par les touristes et par les populations locales. Et les drones et l'intelligence artificielle sont utilisés dans beaucoup de pays également pour réduire les inégalités sociales. Par exemple, au Vanuatu et en Ouganda, donc deux pays extrêmement différents et distincts l'un de l'autre, on a l'usage d'une solution commune qui est celle de la distribution par des drones de médicaments. Tout cela contrôlé par du machine learning qui permet de repérer les zones dans lesquelles les gens ont moins accès aux soins que d'autres. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait combiner un usage de technologie qui va permettre de préserver l'environnement et de réduire les inégalités. J'aurais beaucoup d'autres exemples, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est dans la tech for good avec ce dont tu nous parles. Tout à fait. Donc on est beaucoup dans la collaboration, on en a beaucoup parlé de collaboration et de succès de collaboration, mais Salva, moi j'aimerais qu'on parle avec toi un petit peu, il y a quand même des divergences d'intérêts entre le public et le privé. Donc collaboration, régulation, je te cite parce que dans une récente tribune au Monde, tu as touché du doigt ce problème. Tu disais il faut imposer des limites aux géants du numérique pour sanctuariser les activités assumées par l'État. Alors collaboration, régulation, où est-ce qu'on doit mettre la limite ? Pardon, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là parmi vous. Alors en fait, cette collaboration a toujours existé. La collaboration État et entité privée a toujours existé de tout temps. Alors, ce qui se passe en fait, ce qu'on observe de plus en plus aujourd'hui, et c'est là où le paradigme en fait interroge. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des entités économiques qui sont bien plus puissantes que les États. Bien plus puissantes économiquement, bien plus puissantes en termes d'analyse et de récolte des données, et donc de capacité à pouvoir en tirer des solutions plus ou moins bien pour la planète, pour les utilisateurs et de manière générale pour l'ensemble du monde. Quand j'ai publié cette tribune, c'était par rapport à une question bien spécifique qui était l'annonce en fait de Facebook de la création de Libra. Donc la volonté de Facebook de vouloir créer une monnaie virtuelle qui décloisonnerait le milieu financier et notamment à destination des pays en voie de développement pour les affranchir de l'économie financière globalisée. Or, la monnaie, battre monnaie, fait partie, effectivement, des attributs régaliens des États. Donc, on en est arrivé à une situation où la surpuissance et la mesure de cette surpuissance de ces entités économiques est telle qu'ils se permettent de pouvoir proposer des solutions qui ne sont pas du tout et qui ne l'ont pas été du ressort des entreprises. Et donc c'est là où moi je m'interroge sur cette collaboration. Est-ce que cette collaboration va toujours être au service de l'intérêt général ? Parce que le but de l'État, il est là. L'État a pour mission l'intérêt général de ses citoyens, quel qu'il soit. Il s'est toujours appuyé sur des solutions, et vous en avez eu des exemples, des solutions proposées par le monde privé, sur des sujets bien spécifiques qu'on essaye effectivement d'étendre à l'ensemble de la population à moindre coût pour le bien de tout le monde. Mais quand vous vous retrouvez en fait face à des entités économiques qui sont toutes puissantes et qui ont cette capacité de penser qu'elles peuvent faire mieux, c'est là où moi j'émets une alarme en disant mais attention, le but d'une entreprise, quelle qu'elle soit, n'est pas au préalable l'intérêt général. L'intérêt d'une entreprise est d'abord de créer un service monétisé pour gagner de l'argent.
Je connais très peu d'entreprises qui décident de se créer pour dire non, on ne va pas gagner d'argent. On va être en défi. Non, moi, j'en connais pas. Facebook n'est pas une ONG, même s'ils s'en donnent les airs. ONG n'est pas une entité économique. Une ONG n'est pas une entité économique. Donc, c'est différent. Là, je parle vraiment d'entité économique. Donc, alors, vous savez qu'il y a de plus en plus, effectivement, de questionnements sur, justement, l'impact des entreprises aujourd'hui, et donc cette volonté de les pousser petit à petit à œuvrer dans le fameux cadre de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, qui d'ailleurs, en France, maintenant, est inscrit dans la loi, et donne la possibilité aux entreprises de pouvoir l'inscrire, du coup, dans leur gène, dans leur ADN, et qu'une partie justement de la richesse économique qu'elles amassent, d'en mettre une partie au service de l'intérêt général, en collaboration soit avec l'État, soit avec d'autres organismes type associations ou ONG, pour servir l'intérêt général. Alors, pour avoir beaucoup travaillé dans la responsabilité sociale et sociétale des entreprises par le passé, je peux vous dire, il y a de tout et de rien. Voilà. Il y a à boire et à manger. Donc il y a des entreprises qui, effectivement, de fait de leur activité, ont une réelle volonté de servir non seulement leurs intérêts économiques, mais également l'intérêt général. Et puis vous en avez d'autres qui s'engouffrent dans cette fameuse RSE, dans l'intention de se racheter une certaine virginité, dirons-nous, pour être gentil. C'est là où l'État doit intervenir en matière de régulation. C'est là où l'État, effectivement, doit mettre en place le cadre. Parce que sans l'État, on laisse tout et n'importe quoi se faire, et c'est là qu'on creuse des inégalités, c'est là qu'on se rencontre. Et d'ailleurs, malheureusement, le numérique, on en est venu aujourd'hui, 20 ans après la création d'Internet et le déploiement mondial d'Internet, on en vient à se poser des questions sur finalement, est-ce que c'était une bonne idée, Internet ? Certes, il y a un pouvoir extraordinaire lié à l'utilisation au quotidien maintenant de nos jours de ces technologies, mais en même temps, on ne peut s'empêcher de regarder les chiffres et le creusement des inégalités, et c'est pas ici que je veux vous dire que vous l'ignorez. Je viens en plus du continent africain, où je vois bien ce paradigme entre utilisation massive d'outils technologiques et en même temps creuser des inégalités et de la pauvreté. Et le rôle de l'État est d'être au cœur du système pour toujours veiller à ce que l'intérêt général soit respecté quand il y a la volonté de la part des entreprises, effectivement, de vouloir s'immiscer dans des activités qui sont du ressort de l'État. Et c'est quelque chose, encore une fois, je dis, qui a toujours été fait. Et en France, par exemple, vous avez via la DINSIC, donc en fait qui est le service information de l'État, la DSI en gros de l'État, grâce à son prédécesseur, a mis en place des startups d'intérêt général. C'est-à-dire qu'au cœur de l'État, le modèle start-up de création et de recherche, de création et d'innovation au service du public a été mis en place pour pouvoir répondre sous un format extrêmement agile à des solutions bien précises, notamment dans le cadre de la digitalisation des services publics. Donc cette collaboration, pour moi, elle est salutaire, elle est importante. Mais l'État doit toujours être là pour veiller à ce que cette collaboration ne mène pas à des dérives qui, au final, desserviront cet intérêt général et donc les citoyens et les citoyennes. Merci Salva. Intéressant. Alors justement, en parlant des citoyens, je vais les remettre au cœur du sujet du service public avec Claude, puisque Claude, tu as organisé récemment quelque chose d'assez inédit en Polynésie française. Tu as fait participer les citoyens des entreprises privées et le service public, en l'occurrence le tien, à repenser la politique, enfin le service public fiscal. Parce que tu disais justement quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il n'est pas de transformation véritable du service public qui n'était pensé avec et du point de vue de l'usager. Absolument.
Merci de me laisser la parole. Je ne sais pas si je dois me réjouir d'intervenir la dernière, parce que je vais revenir à la réalité qui cogne. C'est la réalité d'une collectivité territoriale et d'une administration très modeste dans ce qu'elle entreprend aujourd'hui pour essayer de participer à ces logiques que vous venez de dire, à des échelles bien plus hautes que les nôtres, qu'elles soient nationales, étatiques, internationales. Et on parle aujourd'hui de république collaborative. La Polynésie, avec son service public, c'est simplement pour le moment, en tout cas dans l'expérience que nous avons en tant qu'administration fiscale, après avoir organisé ce séminaire public-privé, c'est un premier pas d'expérience d'innovation collaborative où effectivement on a cherché à penser le service public fiscal de demain avec les citoyens, les usagers, les contribuables. Et je voudrais juste recontextualiser un petit peu ce projet que nous avons mis en œuvre parce que, en tant qu'administration, on ne peut porter une politique d'administration que si déjà on a été à chercher à améliorer son service. Et puis on se rend très vite compte que on croit faire les choses bien. Mais ça a été dit, le monde change et les usagers y réagissent avec leur administration de manière tout à fait différente. L'immédiateté, elle devient la mesure de leur temps. Dans le cœur de métier qui est le mien, le consentement aujourd'hui à l'impôt, c'est la transparence, c'est la confiance. Et nous sommes, nous, en tant qu'administration fiscale en particulier, comptables de la confiance dans le système. Et donc, cette expérience d'innovation collaborative que nous avons menée, et nous avons donc donné la parole à bien sûr des contribuables, à des chefs d'entreprise, à des étudiants, à des retraités, à des représentants des comités d'usagers des services fiscaux. Presque on a eu un tissu assez large et on les a interrogés en fait. Mais c'était la première fois qu'on les interrogeait sur la manière dont ils voyaient le service public et comment finalement toutes les offres de services que l'on pouvait développer étaient ou pas dans la trajectoire de ce qu'ils attendaient. Et effectivement, on a laissé la parole un petit peu à l'usager consommateur de son service public. Mais c'était très audacieux pour une administration comme la nôtre, parce que s'il est une administration qui a une mission régalienne très, très contraignante, avec un contenu juridique dans sa relation, c'est bien l'administration fiscale. Mais penser en effet la transformation du service public, c'était vraiment s'interroger sur le fait de savoir finalement le citoyen, pour qu'il garde la confiance dans son système, et pour que d'une certaine manière la Polynésie, toute petite qu'elle soit au milieu du Pacifique, soit peut-être à se prendre en considération le fait que la politique publique, son administration, elle l'incarne. Et cette rupture parfois de confiance que l'on observe, et la métropole ces derniers mois en est l'illustration, qu'il n'y ait pas de crise de représentation. Et la Polynésie, pour le coup, dans sa dimension régionale, elle permet d'être peut-être cette expérimentation et ce laboratoire d'une autre manière de réagir et d'interagir avec les usagers, les citoyens. Et peut-être parce que nous sommes petits, peut-être parce que l'administration fiscale, qui couvre un champ géographique aussi large que le pays, peut avoir un contact direct, sans quasiment d'intermédiaire avec le citoyen. Ça permet peut-être effectivement de raccourcir les distances et le lien qu'il y a aujourd'hui entre l'usager et parfois la distanciation de son administration. Avec aussi, c'est ce qui est ressorti des propositions qui ont été faites, on se rend compte aussi que la technique, elle est au service d'un service public qui va effectivement être plus facilitant, mais il est apparu qu'il y avait aussi besoin de conserver l'humanité. Et c'est aussi, je crois, une réflexion qui est menée aujourd'hui où toute la digitalisation à tout va fait qu'aujourd'hui, il y a une rupture relationnelle entre les services publics et leur administration et qu'il faut aussi pouvoir préserver cela. Et je pense qu'en Polynésie, cette culture particulière, cette relation différente qui est la nôtre, c'est un facteur de différenciation que nous devons garder dans nos services publics. Et nous avons la chance, parce que nous sommes petits, que nous sommes en contact direct avec les citoyens, de pouvoir préserver cela. Donc le digital, c'est bien sûr vers quoi nous allons, et les politiques d'administration portent cette dimension de digitalisation de l'ensemble de nos services. Nous avons questionné les usagers, les citoyens, pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de nous.
Bien sûr, ils se retrouvent sur des points communs de facilitation. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi aussi, le citoyen, on parlait du citoyen consommateur. Nous, quand on fait, on se croit spéciaux, nous, dans nos administrations. Moi, je suis administration fiscale, je me crois si particulière. En réalité, pour un citoyen, je ne suis pas une administration particulière, je suis l'administration. Et on voit qu'il y a besoin de transversalisation et de repenser de manière tout à fait endogène la manière dont on sert aujourd'hui le public. Et finalement de faire que l'administration, on parle de république collaborative, la république elle est une et indivisible, comme l'administration doit pour le citoyen être une et indivisible. Et on doit donc repenser, grâce à la technologie, grâce à la digitalisation, un seul service public et pas, je dirais, dans la verticalité qui est la nôtre aujourd'hui, dans les missions que nous exerçons. Et même la mission régalienne de l'impôt, nous devons proposer une administration une et indivisible. Et je crois que pour le coup, c'est effectivement la digitalisation qui permettra cela, avec un accompagnement de réorganisation et des parcours dans les étapes de vie d'un particulier ou les étapes de vie d'une entreprise. Il faut repenser, je pense, les organisations. Et le digital, c'est bien, mais encore faut-il l'appuyer sur quelque chose qui a été correctement pensé. Et c'était aussi un petit peu l'enjeu de notre séminaire, que d'essayer de nous réaligner dans une bonne trajectoire. Et ça a été, pour le coup, une expérience très enrichissante. Et voilà, je ne vais pas faire de la psychanalyse, mais la réalité, ça cogne. Et donc, du coup, ça nous a beaucoup cogné, mais ça nous a fait beaucoup de bien. C'est vrai que c'est une manière, enfin, c'est assez audacieux, effectivement, pour une administration de se confronter directement au regard de ses citoyens, regard de juges aussi. Absolument, il faut accepter. Ils attendent de leur service public. Oui. Et finalement, on se rend compte que la coproduction, la co-construction, pour les administrations, c'est la déconstruction. C'est essayer de repenser différemment, de changer de paradigme. La transformation véritable, elle est là. Et je pense que l'administration fiscale est souvent pionnière. Hein, c'est vrai qu'elles ont toujours accompagné la digitalisation. Tu veux rebondir, Salva? Nous n'en sommes qu'au balbutiement des choses, mais l'administration fiscale ne peut être que pionnière, vu son importance pour tout le fonctionnement de l'État. Mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et un des sujets qui est extrêmement important, c'est effectivement, comme le soulignait Paul, c'est qu'il y a maintenant une volonté et une exigence de la part du citoyen de compréhension de comment fonctionne l'administration, une exigence de transparence. Et moi, j'ajouterais quelque chose qui manque encore un petit peu et que nous sommes en train de travailler au sein du Conseil national du numérique, de mesures d'impact. Parce que l'administration et l'État, de manière générale, n'a quasiment jamais mesuré l'impact de ses actions. Aujourd'hui, grâce aux outils technologiques, on peut être en capacité de pouvoir, de manière tout à fait... je dirais humble, vraiment avec beaucoup d'humilité, mesurer les impacts et justement faire en sorte de pouvoir mieux orienter toutes les politiques publiques et toutes les décisions finalement de digitalisation de l'administration. Et c'est quelque chose qui appartient plutôt d'ailleurs au monde du privé, mesurer les impacts. C'est intéressant de voir qu'il y a une... Par l'argent, en fait, on a un proxy pour mesurer le succès d'une entreprise privée, c'est les flux financiers. Dans la question de l'impact, on ne sait pas vraiment le faire, mais en fait, c'est un point qui est critique, qui est d'ailleurs vraiment en lien avec ce que tu disais, Claude, tout à l'heure. Enfin, je trouve ça vraiment impressionnant ce que tu as fait avec ton administration, parce qu'en fait, le vrai sujet, il est là, c'est comment est-ce qu'on va se reconfronter aux utilisateurs. Et il y a un peu un côté où l'État a oublié aussi qu'il avait des usagers. Parce qu'il est en situation qui part de monopole de la production de l'intérêt général. Et aujourd'hui, d'une part, c'est plus le cas. Comme tu le disais, c'est de plus en plus concurrencé par des acteurs privés qui vont aller sur ce terrain-là, comme Facebook avec Libra. Mais par ailleurs, ça veut aussi dire qu'en termes simplement de façon de se penser, les services publics n'ont pas forcément cette vision-là ou cette pression d'aller devoir se réinventer, puisque parfois, c'est un peu comme dans le privé, quand on est en situation de monopole, on peut avoir tendance à stagner. Et la réponse, elle est là en fait. C'est comment est-ce qu'on peut créer ces mesures d'impact pour avoir cette forme d'efficacité, de pression, c'est peut-être pas le bon terme, hein, du moins cette forme d'incitation
allait devoir se transformer. Et là où c'est très important, c'est que lorsqu'on parle de digitalisation, ça implique de repenser vraiment le paradigme, comme tu l'as dit, et d'être plus disruptif. Parce que souvent, en fait, un sujet qu'on voit, c'est qu'on a travaillé avec beaucoup d'administrations, beaucoup de gouvernements dans plusieurs pays. Et souvent, lorsqu'ils parlent de digitalisation, alors c'est peut-être une première étape nécessaire, mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre les process existants, on va prendre les différents formulaires qui existent, le formulaire B48 alinéa 14, et on va le mettre en PDF. Ou alors peut-être si on est un peu innovant, on va le mettre sur un site web où on peut directement remplir le formulaire, mais on ne repense pas forcément comment est-ce qu'on va aller plus loin, comment est-ce que le digital va permettre d'aller penser un parcours client qui est complètement différent. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient impossibles auparavant. Pas penser uniquement outils, mais pratique. Mais vraiment la relation du client au quotidien. Et en fait, ça, on le voit dans tous les domaines. Dans la santé, aujourd'hui, les gens sont plus acteurs parce qu'ils ont une information qui est différente. On va plus forcément aller voir le docteur, l'expert en blouse blanche. Aujourd'hui, la personne construit aussi un peu son parcours de santé avec le médecin. Il y a un peu la même chose aujourd'hui avec l'État. Le citoyen pourrait venir et avoir une relation de co-construction, une relation peut-être plus équilibrée aussi avec le service public. Moi, je voulais juste rebondir en fait, parce que on a une vision très française et installation, administration en fait installée. Tu as travaillé avec des États étrangers, donc justement tu peux en fait, moi ce que je vois, je travaille beaucoup avec le Vietnam, hein, donc et effectivement, ce qui est marrant, c'est que du coup, eux sont très en retard en termes de services publics. Ils ont quand même un super retard à rattraper, etc. Et alors pour le coup, c'est le citoyen qui pousse, mais qui pousse pas un petit peu, quoi. Et donc on voit beaucoup de services innovants, de services qui sont créés, mais qui sont créés parce que j'ai besoin de ça, le citoyen a besoin de ça, comment je fais ? Et donc moi je crois beaucoup en fait, effectivement, au fait de mettre l'ensemble des acteurs au même endroit et de réfléchir, de ne pas créer de la tech pour la tech, mais de la tech pour un usage particulier. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit un peu partout, c'est je fais la plus belle tech du monde et c'est celle qui va être merveilleuse et qui va être le mieux financée. Sauf qu'en fait, effectivement, le sujet, c'est à quoi ça sert, pourquoi on le fait, etc. Et donc là, moi, je travaille avec le maire de Hanoï en particulier pour créer avec lui ce qu'on appelle un living lab qui est dédié en fait à la ville durable et où on met en fait effectivement à l'intérieur, les représentants de l'État, des entreprises étrangères, des entreprises vietnamiennes, des startups aussi, des incubateurs, etc. Mais aussi une école de code, une école d'entrepreneuriat. On fait venir les universitaires pour aussi travailler sur la partie prospective, etc. Et le premier sujet, c'est lister les politiques de la ville. Mettez-nous à disposition les gens de l'administration pour qu'ils viennent parler, parler un peu des enjeux, des objectifs, de la vision de la ville. Et en fait, on va partir de ça et on va parler d'usage. Et on fait intervenir en fait dans le cadre d'ateliers un peu grandeur nature en fait d'idéation et de là en fait on tire juste de quoi en fait le citoyen a besoin. Et seulement après, on traite le sujet de la techno, en fait. Donc, on repart en fait du truc qui est important, qui est à quoi ça sert. Le besoin et l'outil vient après. Et seulement après, on parle de tech, d'innovation, d'entrepreneuriat, d'incubation, etc. Et derrière, effectivement, avec des tests en fait qui sont faits grandeur nature. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir finalement des territoires plus petits qu'un État complet, parce que d'abord, en fait, le citoyen se sent beaucoup plus concerné par ce qui se passe, et puis surtout il voit l'avancement et donc le fait d'être participatif, de le faire intervenir en fait dans le cadre en fait du développement, ça fait que derrière il y a une adhésion qui est juste extraordinaire. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on crée de la vraie innovation qui sert à quelque chose. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai que et puis c'est plus facile quelque part parce que il y a moins de reliquats, il y a moins d'assets en fait, il y a moins de legacy en fait à traiter, etc. Mais moi je trouve que la vision qu'on trouve en Asie du Sud-Est, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est ultra pragmatique. En fait, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut en fait faire avancer.
Et puis aussi parce que derrière, ils sont un peu poussés pour démontrer des résultats, justement. Donc voilà, sur doing business, je suis à quel classement, voilà. Et donc effectivement, eux, la mesure de l'impact, ce sont les rankings en fait internationaux qui permettent de dire que oui, le Vietnam, par exemple, pour le Vietnam, c'est un pays communiste, mais en fait, ça n'a rien à voir en fait avec la puissance, la capacité en fait d'innovation, la capacité à créer des nouveaux business, etc. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant pour ça. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Est-ce que vous voulez réagir avec nos intervenants? Beaucoup d'entre vous sont issus des administrations de Polynésie. Peut-être qu'il y a des choses qui font écho à ce que vous vivez. Ou... Dénoncez-vous. Oui. Alors, je vais prendre un petit... Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais dire à Céline que j'adore son illustration concrète avec la mairie de Hanoï. Je vois que créer la synergie avec tous les acteurs permet une innovation utile, intéressante, pour tous d'ailleurs, et donc pour le bien commun. Donc c'est un exemple qui me parle énormément. Et je souhaiterais féliciter aussi la présidente du Conseil national du numérique, Madame Toko, pour tout ce qu'elle a dit, parce que c'est très parlant et c'est très juste. En effet, en plus, elle milite pour la diversité et aussi pour l'inclusion des femmes dans le domaine du numérique. Donc, elle incite à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes ingénieures dans ce domaine. Et quand on sait que les femmes ont une façon de penser encore autrement, c'est un plus. Et elle est également notre garante en ce qui concerne l'intérêt général. Et ça, c'est très intéressant. Et pourquoi je prends ces deux exemples, et l'exemple aussi de Paul, qui est très parlant, c'est parce que je vois qu'en fin de compte, c'est le partage des connaissances qui fait qu'on peut avoir ensuite une transformation digitale, innovante et intéressante pour le bien commun. Et ça, je trouve formidable. C'est pour ça que je voulais savoir si Céline, par ailleurs, a des contacts avec notre administration. D'accord, voilà. Bon, bah, il faudrait pousser les portes et on va y arriver parce que l'e-administration, l'exemple magnifique de Claude Panero est intéressante, mais il faudrait qu'il y ait d'autres administrations aussi qui se rapprochent des citoyens. Et puis pour l'intelligence artificielle, je sais que vous aviez parlé hier aussi de faire en sorte que ça soit utile et que ça soit surtout une matière innovante, mais qu'on fasse en sorte qu'on puisse préserver l'environnement. Donc le monde change, il y a tellement de choses, tellement de besoins et de thématiques prioritaires que à vous voir devant comme ça, parler, moi ça me parle et je trouve que c'est le meilleur smart meeting que j'ai eu aujourd'hui et j'en suis très contente. Et j'espère que toutes ces personnes pourront pousser les portes là où il faut pour qu'en Polynésie française, ça change également parce que ça commence également à bouger. Merci. Merci. Alors, je souligne d'ailleurs que la démarche de Claude avec son administration est une démarche complètement Tech for Island, dans l'idée que des territoires insulaires peuvent servir de terrain d'expérimentation pour innover d'une manière qui ne sera possiblement pas possible justement dans les métropoles, dans les continents, où le lien entre l'administration et son usager est peut-être trop distendu, trop éloigné. Alors, c'est vrai que vous avez cette immense opportunité ici de pouvoir avoir effectivement ce lien beaucoup plus resserré. Et en fait, j'ai oublié de le dire, Claude, mais en tous les cas, bravo pour votre courage. Parce que il faut comprendre que l'administration n'a pas dans son ADN de fonctionnement de discuter avec ses usagers. D'ailleurs, on parle d'usagers. On parle de voilà, on n'est pas dans une relation forcément apaisée avec nos administrations, nous en tant que citoyens. Donc c'est très courageux de la part d'une administration d'aller au contact en fait de ses usagers, d'autant plus quand c'est l'administration fiscale, où en général on peut être un petit peu réticent, n'est-ce pas, et d'avoir cette volonté de se rapprocher et de mieux servir. Parce que le but de l'État, il est quand même là. C'est comment est-ce que je sers mieux. C'est quand même son essence. Alors, oui, je sais, on a l'impression quelquefois que l'État l'a oublié, mais voilà, de temps en temps, on peut le lui rappeler. Et c'est
d'autant plus intéressant, effectivement, moi je crois au micro, et je dis micro pas du tout dans un sens péjoratif, mais micro-expérimentation. Parce que oui, quand on est tout au sommet de l'État, c'est compliqué. On ne peut pas avoir la même relation. Par contre, de manière extrêmement locale, au niveau communal, au niveau des mairies, au niveau à la limite du département, on peut mener ce type d'expérimentation, on peut mener ce type d'échange et voir ensuite comment on arrive à pouvoir diffuser et infuser et itérer les résultats de cette expérimentation, parce qu'on a pu balayer en fait un champ et de manière très concrète les différents enjeux et les différentes problématiques auxquelles l'État doit répondre pour pouvoir être véritablement au service de ses citoyens. Et c'est tout à l'honneur de l'État d'essayer de le faire, parce que quand il se met au service de ses citoyens, en règle générale, ses citoyens le leur rendent bien. Voilà, tout simplement. Donc c'est gagnant-gagnant, mais c'est une posture effectivement qui est assez nouvelle dans le cadre du fonctionnement des institutions et de l'État, et que le numérique est venu énormément bousculer. Donc ça ne m'étonne absolument pas qu'on soit en fait dans cette double, voire triple relation qu'on a maintenant avec nos administrations, où à la fois on peut les interpeller, à la fois on peut les accompagner, et à la fois on peut leur dire aussi merci parce qu'ils ont mieux compris et qu'ils nous servent mieux. Et ça, c'est un vrai changement de comportement que les administrations et que l'État de manière générale doit adopter. On a pas mal de poches d'expérimentation qui sont faites. L'éducation nationale, même si je sais que c'est compliqué, le fait de manière locale, il y a une volonté de pouvoir avoir un meilleur échange avec les communautés pédagogiques pour pouvoir mieux répondre aux besoins de l'éducation locale. Vous avez pas mal d'administrations qui essayent. Nous, assez récemment, au Conseil national du numérique, on a accompagné dans le cadre d'une saisine de Mounir Majoubi, à l'époque, l'ancien secrétaire d'État au numérique, sur la régulation en fait, de l'économie et de la dérégulation du numérique, où on a travaillé avec les administrations pour qu'elles comprennent. Alors au départ, c'est très compliqué parce qu'elles n'osent quasiment pas parler, les administrations, parce qu'il faut comprendre que c'est aussi une posture à laquelle elles ne sont pas habituées. Mais petit à petit, quand la parole se libère, du coup, on arrive à pointer les angles morts, les problèmes qui font que oui, on n'a pas les solutions. On les cache un petit peu, on les pousse, et puis bon, on est l'État, donc on s'impose. Et elles finissent par comprendre que non, finalement, c'est pas la meilleure des solutions, et que ce besoin d'échange, il est primordial pour accompagner cette transformation digitale et cette volonté d'État plateforme, à ne pas confondre avec une plateforme économique, n'est-ce pas ? Céline, tu veux... Dernier point sur le sujet du Tech for Island. Moi, j'adore. J'arrive, en fait, j'étais à Madagascar juste avant de venir ici, où j'ai vu le président, j'ai vu un certain nombre en fait de premiers ministres et gouvernements globalement. Et en fait, configuration, on va dire en tant qu'île, en fait, à Madagascar, ils ont ils ont beaucoup de problématiques similaires, en fait. Sur les éloignements, sur la capacité en fait à apporter le service numérique aussi bien physiquement que numériquement là où se trouve en fait la population. Eux, ils ont plutôt choisi en fait de le faire à travers les postes et télécoms, parce que pour le coup, c'est partout. Donc voilà, mais même les sujets en fait de réseau, d'accès au réseau plus ou moins faible, etc. Donc comment on développe en fait des alternatives d'accès sur un certain nombre de choses. Et en fait, voilà, Tech for Island, c'est pas que pour la Polynésie française, mais et la Nouvelle-Calédonie, etc. Et en fait, on a de nombreuses îles de par le monde qui pourraient servir de terrain d'expérimentation. Il y a beaucoup en fait potentiellement de mutualisation en fait de développement à faire et d'apprentissage en fait des moyens que eux ont trouvé de contournement finalement pour répondre et apporter en fait soit des nouveaux services numériques, soit juste d'apporter les services là où se trouve la population, parce que là on parle plutôt du sujet de l'inclusion en fait, qui est une vraie grosse problématique. Voilà, donc peut-être pour la prochaine. On a un smart meeting sur l'inclusion numérique d'ailleurs. Oui, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions
Oui, là, plein de questions. Alors. Il nous reste une dizaine de minutes, 5-6 minutes, on va dire. Alors, je viens de la mairie de Faa et je parle un petit peu sous cet angle-là. Est-ce que si la sphère privée est beaucoup plus puissante sur le plan technologique et financier, est-ce que justement le privé ne va pas supplanter le public et devenir le service public de demain? Est-ce que ça ne pose pas un problème de souveraineté, que ce soit dans l'information, que ce soit dans les finances? Est-ce que le privé ne va pas mettre en place des services qui vont remplacer le service public? Salva, tu avais déjà un peu répondu? Ouais. Alors on va prendre l'autre question, si on peut passer le micro. Merci, je rebondis tout de suite sur ce qui vient d'être dit, parce que moi je suis de la sphère privée, je viens de Nouvelle-Calédonie, et justement j'avais une réflexion à partager, c'était celle donc, de cette vision effectivement du secteur privé qui vit pour le profit, évidemment. Pour moi c'est plus un moyen qu'une finalité, puisqu'on est dans un principe de développement. Une entreprise doit effectivement générer de la valeur économique, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui cherchent aussi à générer de la valeur sociale, de la valeur environnementale aussi. C'est le principe de la RSE. Et là où je rebondis, c'est que demain, déjà aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre d'entreprises, pour un certain nombre d'entreprises, la RSE est un différenciateur commercial. C'est-à-dire qu'un consommateur, s'il est suffisamment informé, va mettre ça dans la balance pour choisir effectivement telle ou telle entreprise. Là, on part du principe qu'on est sur une situation de concurrence et qu'il a le choix, bien entendu. Donc ma réflexion était justement à quel moment l'État, c'est des éléments de langage, mais l'État, est-ce qu'il devrait se placer plutôt en contrôle, en régulation, ou est-ce qu'il devrait plutôt se placer en facilitation de la compréhension des citoyens des impacts effectivement environnementaux, de la manière dont les entreprises répondent ou pas à leurs responsabilités sociétales et environnementales, et ainsi responsabiliser, et non pas déresponsabiliser, des citoyens pour qu'eux-mêmes fassent un certain nombre de choix, et quand bien même un certain nombre d'entreprises deviendraient des acteurs de l'intérêt général, enfin des services publics, supplanteraient des services publics, bah finalement la finalité c'est que tout le monde agisse dans l'intérêt général, et la RSE permet de garantir ça, et je pense que le citoyen, s'il est suffisamment informé, qu'il soit servi par des services publics, l'État, ou qu'il soit servi par des entreprises, s'il est suffisamment informé, je pense que c'est lui qui fait la loi dans cette histoire en fait. On répond. Alors, qu'on s'entende bien. Les entreprises ne sont pas que les grands méchants, d'accord? Voilà, bon. Une fois que ça c'est dit, oui, il y a pour moi un danger que les entreprises privées s'immiscent de plus en plus sur une action d'utilité publique et donc d'intérêt général, tout en tentant, en tous les cas en essayant de supplanter l'État. Bon, je vous avouerai que les États, de manière générale, sont en train de regarder ça d'un très mauvais œil, hein, parce que bon, ils ont quand même un peu le pouvoir aussi, donc bon. Mais c'est tout un questionnement. Hein. Aujourd'hui, ça a fait partie des questionnements du dernier G7, d'ailleurs, tourné autour de Libra, justement, mais ça a fait partie vraiment des sujets. Alors vous me direz, le G7, c'est 7 pays de la planète, censés être les plus puissants, mais du coup qui peuvent entraîner en tous les cas une réflexion mondiale. Et moi je pense que ce sont des sujets qui doivent être portés au niveau mondial en fait. Parce que quelque part derrière, qu'est-ce qui se définit derrière? C'est qu'est-ce que nous, êtres humains, citoyens sur cette planète, voulons, et comment est-ce que nous voulons évoluer sans être dans une espèce de crainte de l'hyper-technologie, parce que derrière, en fait, c'est ça, c'est cette hyper-technologie qui nous contraint à reshaper, en fait, notre manière d'agir, de fonctionner et de vivre, en fait, de vivre, en fait, sur cette planète. Et qu'est-ce qu'on a envie de construire, mais avec tout le monde.
c'est vrai qu'on ne peut plus échapper aujourd'hui avec le fait que oui, il y a plusieurs acteurs. Il y a l'État, il y a les entreprises économiques, il y a les citoyens, il y a le tissu associatif, les ONG, les fondations d'entreprises, etc., etc. Moi, je pense qu'on peut réussir à trouver des écosystèmes, à mettre en place des écosystèmes où chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice sans renier et sans abandonner en fait son histoire intrinsèque. Mais pour moi, mais ça c'est un avis vraiment très personnel et qu'on partage quand même au CNUM, l'intérêt général ne peut être porté que par une entité neutre. Aujourd'hui, et la France est un exemple assez flagrant de cette fonction de voir l'intérêt général, c'est que quand on met en place la sécurité sociale, où on décide que c'est la solidarité commune qui va venir en aide aux plus démunis et que chacun est égal devant des droits en fait que l'État est en capacité de lui apporter, c'est bien parce que tous collectivement on décide de le faire. Je ne suis pas sûre que ce mode de fonctionnement puisse être au mieux et aux intérêts d'une entité privée qui petit à petit, parce que le profit justement est une de ses finalités, soit en capacité en fait de le faire aussi bien que tente de le faire un État. Donc l'entreprise peut apporter des solutions, peut accompagner, mais moi je trouverais dangereux qu'il y ait un glissement vers le monde économique. Et c'est pour ça que l'État doit à la fois être un facilitateur, mais aussi un régulateur. Et ce régulateur, il est créé et bousculé par justement l'action des citoyens. Si aujourd'hui on commence à se poser des questions, est-ce qu'il ne faut pas réguler les contenus haineux sur les réseaux sociaux, c'est bien parce que les citoyens ont commencé à dire oh là là, stop, ça ne va plus. Donc État, vous devez commencer à réguler. Et donc entreprise, vous devez commencer à comprendre comment est-ce que aussi vous avez votre part de responsabilisation dans la pagaille que vous avez causée en mettant au service de tout à chacun l'utilisation d'un outil qui n'est pas contrôlé. Valérie va peut-être apporter un regard contradictoire, non ? Oui, alors moi, je n'ai pas du tout la même perspective. Ce que j'entends dans ce débat, c'est une forme de diabolisation des entreprises. Et alors, moi, j'ai été fonctionnaire pendant des années, je suis maître de conférence en disponibilité, mais j'ai été aussi entrepreneur pendant des années. Et donc, ce que je perçois, c'est une terminologie qui met un petit peu en opposition le monde du service public avec le monde des entreprises, comme si l'un allait supplanter l'autre ou l'un devait toujours avoir le pouvoir sur l'autre. Mais je crois qu'en fait, il faut vraiment qu'on se positionne en termes de partenariat. Il y a des formes d'innovation que le service public ne pourra absolument jamais porter ou apporter par manque de moyens. Par exemple, il n'y a aucune organisation au monde aujourd'hui qui possède autant de données sur l'humanité que Google. Qu'on le veuille ou non, c'est la compagnie au monde, c'est l'organisation au monde qui possède le plus grand nombre de données sur l'humanité. Alors est-ce que ça veut dire que c'est bien, c'est mal ? Je pense que c'est pas du tout la question en fait. La question c'est comment faire en sorte qu'on puisse accéder à ces bases de connaissances pour porter des projets qui peuvent être de l'ordre de l'intérêt général. Et je sais qu'on est tous d'accord sur le bien fondé de cela. Alors la question de la régulation, elle est très importante et je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais pour moi, la régulation, elle ne s'oppose pas à l'innovation. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, je travaille aux États-Unis sur les prochaines régulations aux États-Unis qui essayent d'imiter le RGPD. Et de prendre ce chemin-là. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que réguler, ça va être l'ennemi de l'innovation ? Est-ce qu'on va plus pouvoir innover en IA si on régule au niveau fédéral aux États-Unis ? Eh bien non, au contraire, parce qu'en réalité, si on régule, on force les entreprises d'abord à être beaucoup plus transparentes sur leur mode de production, sur ce qu'elles font de nos données, et on donne plus de transparence aussi aux utilisateurs sur leurs données, sur comment ces données sont traitées, sur comment l'IA va prendre des décisions, etc.
Et en demandant aux entreprises d'être plus transparentes, on force les entreprises aussi à aller vers beaucoup plus de performance. Donc il y a vraiment un bien mutuel qui s'exerce ici. Donc moi je suis tout à fait pour la régulation. En revanche, je pense qu'il serait un petit peu utopique de penser que les pouvoirs publics vont pouvoir tout porter. Je crois vraiment au partenariat. Je ne pense pas que toutes les entreprises soient uniquement centrées sur le profit à tout va. Je pense qu'il y a vraiment des entrepreneurs qui vivent leur entreprise comme une mission et qui ont... il y a aussi de très grosses entreprises comme Microsoft ou Google qui ouvrent une grande partie de leurs données sur... il y a Microsoft pour la Terre, par exemple, Microsoft for Earth. Ils ont ouvert toute leur base de données avec des outils exceptionnels pour n'importe qui veut créer des algorithmes pour la protection de l'environnement ou la défense des populations isolées. Donc il y a un jeu de... Mais Microsoft a gagné tellement d'argent qu'ils sont peut-être maintenant dans un stade différent dans leur étape de vie, mais ça reste quand même une entité économique. Oui, mais ils ne sont pas obligés d'ouvrir leurs données et ils le font. Et je pense que justement l'État peut avoir un pouvoir d'incitation auprès des entreprises, un pouvoir de stimulation auprès des entreprises. Et la régulation, ça peut être un moyen d'inciter justement à plus de partage. Alors ça va, un dernier mot parce qu'après on a un autre débat juste après. Je suis aussi entrepreneur, je travaille, je suis aussi entrepreneur, donc je vis cette dualité au quotidien tous les jours. En fait, l'histoire de l'humanité a quand même montré que c'est au moment où les États ont compris conscience qu'ils avaient le devoir de protéger leurs citoyens que des régulations se sont mises en place et qu'il y a eu la fin de l'exploitation quand même de l'être humain sur la planète. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est juste ça, c'est quand même un petit peu la base de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, donc bien sûr qu'il y a des entreprises qui ont pour volonté d'être bien plus auprès de rendre des services d'intérêt généraux. On ne peut que le saluer, le féliciter, et on ne peut que saluer cette transformation finalement de l'économie, parce que quelque part c'est un petit peu ça qui est en jeu. C'est comment est-ce qu'on arrive finalement à transformer cette économie, parce que encore une fois, on a quand même beaucoup d'exemples aujourd'hui où, notamment dans l'économie numérique, les dégâts sur finalement le quotidien des usagers, des citoyens, il est quand même mesurable, il existe, il est quantifiable, et que c'est à ce moment-là que l'État doit être là pour se dire, ok, comment je fais pour ne pas tuer l'économie, ne pas tuer justement cette innovation qui est nécessaire, qui est importante, mais comment je fais également pour protéger mes citoyens, puisque c'est d'abord mon premier rôle. Donc c'est un jeu de pouvoir qui doit encore être mis en place, qui quelquefois est maladroit, quelquefois l'État régule beaucoup trop, avec une coercition beaucoup trop importante, qui du coup paralyse et freine l'ensemble en fait de l'écosystème. Et quelquefois, il y arrive. Mais on y arrive qu'en discutant. Nous, au CNUM, nous appelons constamment au dialogue. Nous sommes en fait une entité totalement neutre et impartiale, et nous arrivons à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour que tout le monde discute. Et comment est-ce qu'on trouve ce point-là d'équilibre entre moi, entreprise, je veux faire telle et telle chose, et moi, État, je dois protéger mes citoyens. Et on peut trouver l'équilibre. La RGPD, par exemple, effectivement, en est un exemple. C'est quand même tous les pays européens qui ont réussi à 27 à se mettre d'accord sur un texte. Il n'est pas parfait, on est entièrement d'accord, mais quand même, donc c'est possible, c'est faisable. Et je pense que et là, c'est vraiment un message que je voudrais vous faire passer. N'oublions pas que nous, les citoyens, nous sommes au cœur du système. Et aujourd'hui, nous avons en notre pouvoir des outils, des moyens pour rappeler tout le monde à l'ordre, que ce soit l'État, les administrations ou les entités économiques, quelles qu'elles soient. Pour les rappeler à l'ordre et leur dire non mais attention. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que tout ça c'est très beau, à condition que ce soit pensé à 360 et notamment à l'impact environnemental de l'usage de ces technologies. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive en fait dans cette espèce de schizophrénie où on utilise à foison les technologies un effet rebond, effectivement répondre à des problématiques sociales et sociétales identifiées et mieux y répondre, tout en ayant en fait cet impact ultra négatif sur notre environnement, parce que si on existe aujourd'hui sur cette planète, c'est bien parce qu'on a un environnement qui nous le permet. Ce sera le mot de la fin. Marine, s'il te plaît. Je suis dans le coin, j'ai rien dit, je levais le doigt, on ne me voyait pas. Je voudrais juste dire un mot. Dire un mot. D'abord, je me régale de vous écouter, et Muriel qui est arrivée tout à l'heure, on a bien choisi notre plateau, et franchement, on s'est tous régalés, ça pourrait continuer. Alors, je voudrais juste intervenir pour la fin. Vous voyez tout ce qu'on a fait aujourd'hui, et ce Digital Festival, Tech for Island, c'est surtout pas que pour la Polynésie.
identifier, aider, promouvoir les solutions à l'international. On se veut, en Polynésie, un axe de développement, d'innovation à l'international. Pas des entreprises polynésiennes, on ne sait pas tout faire, mais des acteurs qui sont dans ce domaine-là, et vous avez là une sacrée panoplie de gens qui sont dans ces démarches-là. Donc bien entendu, on est porteur du message Tech for Island partout dans le monde. Maintenant, sur ce que vous venez de terminer, tout ce qu'on vit là, aujourd'hui, en Polynésie, sachez-le, c'est quand même le fruit d'un travail extraordinaire qui a été fait en 2017, qu'on n'a peut-être pas beaucoup communiqué ou mal communiqué, auquel on fait référence souvent, c'est Smart Polynesia. C'est quoi Smart Polynesia ? Eh bien, c'est à un moment donné, sous la décision du politique et puis du sphère public, privé, de se dire, on se met autour de la table et ensemble, on réfléchit à qu'est-ce qu'on doit conduire comme action pour aider la Polynésie à passer dans cette ère du digital. Mais on le fait dans une démarche d'intérêt général. Sphère publique et privée se confondent. Le titre, peut-être pas se confondent, mais se croisent très largement. On doit garder nos aires de jeu du public et du privé, avec nos raisons capitalistiques, mais aussi de service aux usagers. Pourtant, il y a un centre au milieu où on doit converger. Ça coûte ? Oui. Est-ce que ça coûte plus de faire en interne que de faire avec des professionnels de l'extérieur ? Ça coûte pareil. Donc, si ça coûte, il faut que ça coûte dans l'efficacité. Et Smart Polynesia, c'est ça. C'est le fait de dire, on part sur une démarche où on conduit ensemble les actions de développement du pays, économiquement, au niveau de la société, au niveau de l'environnement, avec le politique qui a toute sa raison d'être et de décision finale. Et c'est ça qu'on a fait Smart. Et ça, on espère que ça sera repris. On sait qu'au niveau national, j'ai eu le plaisir de le voir en rencontrant les responsables outre-mer à l'Élysée, M. Gazelle et à Matignon-Brunetière. Quand je leur ai présenté le dossier Smart Polynesia, ils ont dit « mais on n'a pas ça, nous, ici. On n'a pas réussi encore à faire ça. Et dans les autres DOM non plus. » Nous, on l'a fait. C'est tout à fait possible. C'est juste à un moment donné mettre de côté ses intérêts particuliers et raisonner sur l'intérêt général. Et ça marche, et je vous assure que ce qu'on fait là, et ce qui va continuer à se faire, Madame la Ministre, vous le savez très bien, vous êtes totalement dans cette démarche-là, ça marche et on va continuer à le faire. Merci. Merci Olivier pour ce mot de la fin et cette belle conclusion. Merci à tous les intervenants. Je mettrai sur Facebook les recommandations que vous donnez en termes de livres, de documents et de choses qui pourraient permettre de continuer le débat pour le public qui est venu nous voir et pour continuer de s'informer sur ce sujet-là. Merci à vous tous. À très bientôt et à cet après-midi pour le prochain Smart Meeting qui est dédié à l'intelligence économique, levier d'innovation, 15h30. Merci.